accueillir le professeur Michel Larry, qui est professeur des universités en informatique à l'Université de Paris 8 et puis chercheur au laboratoire ASD. Ses domaines d'intérêt sont cours la biométrie, l'apprentissage artificiel, l'ingénierie des caractéristiques, le traitement des données biomédicales et l'interface cerveau-ordinateur. Donc, nous honore pour faire la conférence intitulée L'introduction de l'intelligence artificielle en biométrie, aperçu et exploration du futur de la technologie. Je pense que c'est une bonne condition après la conférence qui se passe. Très bien. Merci pour la présentation. Merci à tout le monde d'être ici présent pour assister à ma présentation que j'ai orientée après discussion collègues de l'école. Donc, j'ai présenté quelques contributions dans le domaine de la biométrie. Il y avait quelques présentations différentes dans le sujet sur la biométrie. J'ai aussi une discussion avec certains enseignants-chercheurs sur cette thématique. Donc, je vois que c'est une thématique qui intéresse pas mal de personnes. Et donc, avant de commencer, moi, je viens du laboratoire d'intelligence artificielle et sémantique de données. Donc, c'est un laboratoire affilié à l'Université de Paris 8. On est 3 équipes. Et donc, je suis responsable d'une équipe qui s'intitule Informatique ubiquitaire et Data Science. Et donc, au sein de notre équipe, on s'intéresse à des problématiques qui touchent, concernent l'être humain, ou bien l'être humain est dans la boucle, mais en se basant sur des solutions et des techniques issues de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage artificiel et de la data science. Parmi les problématiques qu'on traite, il y a la biométrie, Brain-Computer Interface et tout ce qui est environnement intelligent, en particulier l'industrie 4.0, les smart cities, smart house, etc. Donc, en biométrie, j'ai préparé une présentation en 3 parties. Dans la première partie, je vais présenter, on va dire, un aperçu sur le domaine de la biométrie, donc pour connaître le principe de cette technologie, quelles sont les données qu'on peut exploiter et pour quel type d'application. Dans la deuxième partie, j'ai présenté quelques contributions qu'on a réalisées en matière de recherche pour donner un peu des idées pour définir, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la biométrie, des orientations en matière de recherche. Et pour terminer, je vais présenter quelques challenges, c'est-à-dire quelles sont les directions à envisager vraiment pour y aller loin dans le domaine de la biométrie. Donc, pour la biométrie, on a 3 possibilités, ou bien 3 choix possibles pour vérifier une identité d'une personne. Donc, soit on demande à cette personne sa carte d'identité, peut-être qu'il a un badge pour y accéder. On peut, par exemple, demander son login, son mot de passe pour se connecter. Par contre, ces deux, on va dire, types de données peuvent être piratées, volées, perdues. Et donc, pour pallier à ce type de problématique, on s'intéresse à la biométrie. Donc, la biométrie a apporté une solution pour que les données qu'on utilise pour se connecter, on peut les récupérer, ils ne peuvent pas être piratés, volés ou autre. Et donc, c'est quoi la biométrie? La biométrie, c'est un terme qui est venu, c'est un mot grec, qui désigne la science de la vie, et donc qui exploite les techniques, ou bien une méthode statistique, mathématique, pour reconnaître ou identifier une personne. Il existe plusieurs modalités biométriques, ce qu'on appelle les traits biométriques. Donc, les personnes, on peut les différencier, soit en comparaison du visage, ou bien l'empreinte digitale qui a été largement utilisée pour les tests d'identité, etc. Donc, ça, c'est un exemple de traits biométriques, mais on va voir par la suite d'autres exemples. Un peu d'histoire sur la biométrie.
Donc, on pose toujours la question depuis quand on s'est intéressé à la biométrie comme une solution dans notre vie quotidienne. Donc, en fait, au départ, il y avait des empreintes digitales qui ont été largement utilisées pour différencier les personnes plusieurs années avant Jésus-Christ. Et donc, à l'époque, il y avait des peintures qui étaient créées par les hommes préhistoire et donc qui étaient signées par ces personnes qui ont dessiné ou bien qui ont orné ces murs. Après, il y avait les Babyloniens qui ont utilisé les empreintes digitales aussi, mais cette fois-ci sur des tablettes d'argile, vous voyez dans l'image en bas, pour identifier les transactions commerciales. Après, il y avait un explorateur et un écrivain espagnol, dont le nom est Joao de Barros, a mentionné que les premiers marchands chinois ont utilisé l'empreinte digitale pour régler leurs transactions commerciales. Après, il a été découvert aussi que les parents chinois utilisaient aussi l'empreinte digitale pour distinguer, c'est-à-dire s'ils ont des jumeaux, différencier leurs enfants, ou bien reconnaître les enfants les uns des autres. Après, dans l'Égypte antique, il y avait aussi des commerçants qui ont été identifiés par leur aspect physique pour distinguer ceux qui sont dignes et de confiance pour faire une transaction et refuter de ceux qui ne le sont pas. Donc, on voyait que la première modalité biométrique, c'était l'empreinte. Et après, donc, si on prend par exemple vers le 19e siècle, donc on commençait à s'intéresser, ou bien il y avait un besoin nécessaire pour identifier les personnes. Et donc il y avait tout un premier système biométrique, c'est-à-dire que c'est là où on commence à parler de système de reconnaissance biométrique, c'était vers les années 1879 avec le système de Bertillon. Et donc ce système-là a été mis en place pour faire des fiches pour les délinquants pour les reconnaître. Et donc cette fiche qu'on met en place, elle prend des mesures de la personne, la longueur du bras, la longueur du jambe, plein de mesures, et créer une fiche pour les identifier. Et donc c'était des données biométriques pour eux. Sauf que le système n'était pas vraiment assez performant parce que par la suite, il y avait une intégration de l'empreinte digitale. Et donc l'empreinte digitale a été intégrée par un inspecteur général de police du Bengale en Inde. Il a rajouté aux données de mesure qui ont été faites dans le précédent système, rajouté la notion de l'empreinte digitale. C'était la première fois qu'on récupère l'empreinte digitale d'une personne. Et donc ce système, il est largement utilisé, même jusqu'à nos jours, dans plusieurs pays. Maintenant, pour mettre en place un système biométrique, on doit répondre à certains critères. Parmi ces critères, l'universalité, c'est-à-dire il faut une modalité biométrique qu'on peut la trouver chez toute personne. Sinon, on ne peut pas la considérer. Vous avez la spécificité et l'unicité, c'est-à-dire deux personnes doivent être différenciées facilement avec cette modalité. Sinon, on ne peut pas la considérer. On aura un système qui n'arrive pas à reconnaître ou bien identifier une personne. La permanence. Il faut une modalité qu'on peut l'explorer durant une période de temps. Vous prenez le visage, on peut reconnaître une personne à l'âge de 20 ans, peut-être on ne va pas le reconnaître à l'âge de 50 ans. Donc il faut une modalité qui peut être, on va dire, permanente, durant au moins une période de temps. Et aussi, un dernier critère, c'est la mesurabilité, c'est-à-dire il faut une modalité qu'on peut mesurer. Par là, si je vais présenter une modalité, ça peut être discuté,
on travaillait sur l'activité électrique du cerveau. C'est-à-dire qu'on sait que chaque organe produit une activité électrique qu'on peut mesurer. On est le cœur, on a une activité, ce qu'on appelle, ceux qui ont travaillé sur le ECG, donc il y avait une présentation sur ce thème-là. On travaille beaucoup sur les activités cérébrales via une méthode de EEG, encéphalogramme. Et donc, on a un projet pour répondre à une question, est-ce que la pensée peut être utilisée comme une empreinte biométrique? Est-ce que je peux identifier une personne juste par la pensée? Comment il pense? Est-ce que je peux le reconnaître? Donc ça, c'était une question de recherche qu'on est en train de... Il y a des travaux, il y a des résultats, mais on va dire, ça reste toujours un challenge. Donc je vais aborder ce point plus tard. Après, les critères qui doivent être tenus lorsqu'on met en place un système biométrique, c'est la performance. Il faut qu'un système arrive à identifier les personnes ou bien reconnaître ces personnes avec une bonne précision. C'est-à-dire, si on a un système de contrôle d'accès, il ne faut pas que notre système autorise les personnes qui ne sont pas autorisées ou refuser les personnes qui sont autorisées. Donc, il y a un juste milieu. Donc, notre système devrait assurer ce critère. Après, il y a l'acceptabilité. On met un système biométrique en place. Est-ce que les personnes vont accepter d'être reconnues par la modalité choisie? Je pense que le visage ou bien l'empreinte digitale, la plupart a accepté cette utilisation. Si je prends par exemple une reconnaissance par la rétine, lorsqu'on prend le fond d'œil, donc là il y a une acquisition infrarouge, je pense que les personnes qui sont hésitantes. Et donc il faut choisir une modalité qui devrait être acceptable. Dernier critère, c'est le contournement. Il faut qu'un système, on ne peut pas le contourner. C'est-à-dire que je ne peux pas trafiquer ou générer cette modalité biométrique. Pour ce point-là, le dernier slide, je vais aborder le côté IA. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour contourner un système biométrique? Vu l'avancement actuel de l'IA, on parle beaucoup de l'IA, mais on ne voit que on va dire, les avantages, mais on ne voit pas l'autre côté d'utilisation. On peut utiliser, je ne sais pas ce qu'on peut utiliser pour générer un mot de passe. Ce que je peux utiliser pour fabriquer une autre empreinte ou bien une modalité biométrique. Je prends la voix. Si on a un système biométrique qui est basé sur la voix, je pense avec les outils actuels de l'IA, je peux générer une voix synthétique qui peut contourner un système. Donc ça reste des questions à prendre en compte. Donc un système biométrique devrait respecter au minimum ces trois critères. Après, on a aussi d'autres critères à prendre en compte, notamment la vitesse. Donc le système biométrique devrait être un système qui peut répondre en quasi temps réel. Je ne vais pas dire en temps réel parce qu'il y a le temps de traitement et avant la réponse, mais il faut que ce soit rapidement. Donc vous êtes dans un aéroport, il y a une reconnaissance biométrique. Pour éviter la file d'attente, il faut que le système traite rapidement la reconnaissance et fait passer les personnes. Après, il y a aussi la précision. Il faut un système de bonne précision qui assure un bon accuracy. Ça, c'est l'architecture d'un système biométrique. Un système biométrique, à l'entrée, on a la donnée biométrique. Ça peut être de type signal, si on traite la voix. Ça peut être des images pour la reconnaissance faciale ou autre. Et donc, vous avez un bloc qui récupère les données, on va les traiter pour faire un traitement, améliorer la qualité des données, extraire une région d'intérêt. Ensuite, on extrait des descripteurs, des caractéristiques qui vont caractériser le pattern ou bien la forme de cette modalité. On va l'utiliser pour la comparaison. Avec un système biométrique, on a toujours des modèles de référence où on fait une comparaison. La comparaison, pour ceux qui font de la classification, on a les techniques d'apprentissage supervisé. Un système ou une technique d'apprentissage, elle prend à l'entrée le vecteur de caractéristiques et elle renvoie une réponse à la sortie.
On peut faire autrement en utilisant les métriques de distance pour calculer ce qu'on appelle la mise en correspondance, le matching entre les pattern. Vous avez une donnée stockée, vous avez une donnée qui arrive et vous les comparez. Généralement, on ne compare pas les données dans leur domaine original. On calcule un vecteur de caractéristiques et après on fait la distance entre les vecteurs de caractéristiques. Si vous avez un vecteur numérique, vous pouvez prendre la distance euclidienne par exemple et faites le matching. Donc, il y a en matière de biométrie, pour les travaux de recherche en biométrie, il y en a qui travaillent sur des contributions pour l'extraction de caractéristiques et on a d'autres chercheurs qui travaillent sur les métriques pour le matching, les nouvelles distances qui permet de donner une décision du système. Et après, à la sortie, en biométrie, on peut identifier ou vérifier l'identité d'une personne. Donc ça, c'est un schéma global d'une architecture. Et donc, dans nos travaux, moi personnellement, je travaille beaucoup sur l'extraction de caractéristiques, tout ce qui est picture engineering. Donc on essaie de proposer des nouveaux descripteurs pertinents, avec moins de redondance, pour avoir une bonne précision pour la reconnaissance. Et on travaille aussi dans la partie matching en proposant des nouvelles métriques pour chercher la similarité entre les données biométriques. Quels sont les domaines d'application en biométrie? On peut les classer en 3 grands domaines. Vous avez le domaine civil, tout ce qui est application, accès, contrôle d'accès, vidéosurveillance. Là, vous rencontrez ce type d'application dans les aérogares, aéroports, etc. Donc, on demande toujours à l'utilisateur si vous avez un passeport biométrique ou une carte d'identité biométrique. Donc, on a toujours les outils qui permettent de lire les informations sur la puce qui est utilisée pour stocker les données biométriques. Après, vous avez les applications commerciales, tout ce qui est les applications e-commerce, le paiement par carte, etc. Il y a toujours une partie de biométrie derrière. Dans le secteur bancaire, il y a certaines banques qui essaient de renforcer la sécurité. Par exemple, l'utilisation de la carte bleue, maintenant on a une double reconnaissance pour la sécurité. On fait la transaction et après, il essaie de nous envoyer un code qu'il faut ressaisir pour confirmer la transaction. Après, il y a toujours la nécessité de la reconnaissance biométrique. Je prends le cas d'une banque HSBC. Ils ont mis en place un système de reconnaissance vocale. La personne qui est à l'étranger, il ne peut pas rencontrer son conseiller, il ne peut pas se déplacer, il appelle au téléphone pour faire une transaction. Donc derrière, ils ont un système de reconnaissance vocale qui peut identifier l'identité de cette personne. Et ça existe. Après, vous avez un dernier domaine qui est le domaine criminalistique. On a toujours sur une scène de crime des empreintes incomplètes. Donc, avec la biométrie, on peut explorer ces modalités, ces données, pour identifier une personne dans ce type d'application. Si on regarde l'utilisation de la biométrie par secteur, on peut voir que tout ce qui est service de finance, des banques, etc., ils utilisent beaucoup ce type de reconnaissance biométrique. Vous avez aussi tout ce qui est accès aux appareils consommateurs, les smartphones, etc. Maintenant, vous avez avec un téléphone, vous pouvez faire une reconnaissance digitale. Donc ça existe, reconnaissance faciale, et ça marche très bien, à 100%. Donc ces outils-là ont été intégrés. Donc c'est pour ça qu'on voit que le pourcentage d'apparition sur ce graphique, il est important. Et après, on peut voir dans le secteur de la santé, on peut utiliser la biométrie et autres domaines. Donc la biométrie, personnellement, je vois qu'elle a encore sa place, notamment avec l'arrivée des problématiques liées à la cybersécurité. On parle beaucoup de solutions dans le domaine de la cybersécurité et la biométrie, elle aura sa place pour répondre à certaines problématiques dans le domaine de la cybersécurité. Maintenant, pour tout ce qui est limitation de la performance de ce système, c'est rare de trouver un système qui fonctionne à 100%. Bon, certains cas, oui. Par exemple, la reconnaissance de visage,
on est à 100%. Par contre, on n'était pas à 100% durant la durée de pandémie, de Covid, où les personnes mettaient un masque. Donc on aurait une partie du visage. Ces systèmes-là, ils n'étaient pas capables à reconnaître les personnes. Donc le taux a été diminué. Mais après, il y avait des avancées pour pallier à ce type de problème. Après, on a toujours limitation d'acceptabilité. Les utilisateurs maintenant, surtout après les 2 ans de Covid, voire plus, un utilisateur, il préfère pas être en contact avec un capteur. Si on veut faire par exemple une reconnaissance par la paume de la main, je préfère que ce soit avec un capteur sans contact et pas avec un contact. Donc on va dire, les habitudes ont changé et donc la technologie devrait s'adapter à ces changements-là. Là on arrive, on parle beaucoup de tout ce qui est smart city, les villes intelligentes, les bâtiments intelligents, etc. Donc il y a des capteurs partout, un mode connecté, et donc on a commencé à mettre en place des solutions de reconnaissance biométrique. On a lancé il y a quelques années une thèse sur la reconnaissance biométrique dans une smart city, dans une ville intelligente. Et donc, il n'y aura pas un contact avec un capteur. La question qui se pose, quelles sont les modalités à explorer? Et donc, on s'est orienté vers les modalités soft. C'est-à-dire, je donne un exemple, la personne veut accéder, par exemple, à cette salle, il y a un couloir avant d'y accéder, il y a des capteurs. Le moment qu'il rentre, les capteurs commencent à échanger les informations pour l'identifier. Avant qu'il arrive à la porte, il a déjà l'accès. Comment on peut prendre, par exemple, la manière comment cette personne marche, la couleur des yeux, des cheveux, comment il s'habille. Toutes ces modalités soft peuvent être explorées pour identifier une personne. Et donc, la technologie évolue et donc les systèmes biométriques devraient aussi évoluer avec cette technologie. On a parlé beaucoup de modalités biométriques. Maintenant, on va parler quelles sont ces modalités, comment on peut les classer. Il existe 3 types. Vous avez les caractéristiques biologiques, tout ce qui est l'ADN, les urines, salive, les cheveux, etc. Tout ça peut être exploré pour identifier une personne. Même l'odeur. Bon, pour vous, ça peut-être c'est de la fiction, mais on peut explorer l'odeur pour identifier une personne. Il n'y a pas, on va dire, un capteur qui mesure l'odeur. Par contre, il y a toujours un moyen, on va dire, un objet, quelque chose intermédiaire qui va nous permettre de récupérer cette information. Par exemple, pour tout ce qui est application médico-légale, la police scientifique utilise des chiens. Donc, je peux mettre des capteurs sur l'animal et voir certains comportements lorsqu'ils sentent une odeur. Et donc, je peux récupérer cette information. Par exemple, sinon il existe d'autres solutions. Après, vous avez les caractéristiques, ce qu'on appelle les caractéristiques comportementales. La façon comment la personne marche, elle a été prouvé qu'elle est unique. On peut l'identifier. Comment on tape au clavier? Pareil, on peut identifier une personne. Comment la personne écrit, la signature, plein de choses, ce sont des caractéristiques qui peuvent être explorées. Après, on a une caractéristique morphologique qu'on connaît tous, le visage, l'empreinte digitale, la paume de la main, même les articulations des doigts. On peut utiliser l'oreille. Donc, toutes ces modalités-là, on peut l'utiliser. Et après, vous avez la possibilité de combiner plusieurs modalités. À un moment donné, il y avait une présentation où elle a parlé de la reconnaissance biométrique multimodale. En biométrie, il y a 2 termes, ou bien 2 modes de reconnaissance. Soit on fait la vérification, c'est-à-dire une personne se présente devant le système, devant le capteur, il indique son identité et le système va vérifier cette identité. D'accord? Et donc on est dans le cas d'une comparaison 1 à 1.
C'est-à-dire, il indique son identité. Dans ma base de données, je regarde est-ce que cette identité correspond à celle que j'ai dans ma base de données. Si c'est oui, la réponse est oui, donc la personne est autorisée. C'est non, la réponse est non. Donc on aura une réponse binaire, oui ou non. Par contre, lorsqu'on est dans le cas identification, l'identité n'est pas dévoilée. Donc c'est au système de reconnaître cette personne. Donc le système va récupérer la modalité, il va faire une comparaison dans sa base de données avec toutes les données qu'il a dans sa base. Donc on aura une comparaison de type 1 à n, où n représente le nombre de données templates stockées dans la base. Et donc, vérification ou bien authentification, ça c'est le premier mode, et après on a le mode identification. En termes de modalité, on peut se contenter d'une seule modalité, et là on se trouve dans le cas unimodal, sinon on peut utiliser multimodal. Généralement, multimodal, on l'utilise par exemple si on veut faire une reconnaissance des jumeaux, des jumelles, et se ressemblent. Et donc, une seule modalité peut-être n'est pas suffisante. Et on peut y aller à d'autres modalités, comme le visage et l'iris. Donc, je peux combiner les deux pour reconnaître ce type de personne. Je vais présenter juste rapidement les applications les plus répandues dans le domaine de la biométrie. Et je commence par le fingerprint, l'empreinte digitale. Donc, cette empreinte digitale, en fait, il y a une texture. C'est avec cette texture-là qu'on peut identifier les personnes. Et parmi les informations qu'on peut reconnaître, il y a certains types. Par exemple, on a des traits qui s'appellent des i, on a des arcs, c'est-à-dire un trait qui se tourne, qui forme un cercle. Il y a pas mal de caractéristiques, des minutieux qu'on appelle, et qui sont explorés pour identifier une personne. Donc c'est avec cette texture-là qu'on peut reconnaître une personne. Quels sont les avantages, les limitations de cette modalité? Donc les avantages, pas besoin de les citer parce que jusqu'à nos jours, on utilise toujours l'empreinte digitale, même dans les documents biométriques. Quand vous faites votre passeport ou bien votre pièce d'identité, c'est les données de l'empreinte digitale qui sont collectées. Et je pense que c'est les deux, la main droite et la main gauche. Après, en termes de limitation, si la personne va avoir une blessure, il y a certains métiers où les personnes commencent un peu à perdre vraiment cette texture de l'empreinte. Donc ça peut rendre la reconnaissance un peu difficile, notamment avec les cicatrices, les coupures, etc. Donc ça c'est une des limitations de cette modalité. Le visage, beaucoup de travaux, beaucoup d'applications. Vous avez un ordinateur, vous pouvez faire la reconnaissance par la caméra utilisant le visage, smartphone, etc. Donc la reconnaissance faciale, elle est basée sur des mesures faciales. C'est-à-dire, je peux calculer la distance entre les yeux, entre la position des yeux et le nez. Donc il y a certaines mesures géométriques qu'on peut calculer de visage et qui sont utilisées pour identifier une personne. D'autres approches utilisent la texture de visage. On est différents. Des fois on a quelques, on va dire, quelques détails sur le visage. Et donc ce détail-là, on peut l'utiliser pour identifier une personne. Après, on peut combiner les deux. Les avantages, je pense qu'ils ont beaucoup d'avantages parce qu'on les voit sur les applications actuelles. Et sinon, la modalité de visage, le visage change avec le temps. Et donc, ce n'est pas une modalité durable. Donc ça, c'est une limitation. Après, lorsqu'on a une forte ressemblance entre les personnes, notamment les jumeaux ou les jumelles, là ça devient un peu, on va dire, ça rend le système, il peut ne pas reconnaître ce type de personne. L'iris, c'est une information pareille,
explorer. Je pense que dans certains aéroports, on utilise la connaissance des risques.